On a, depuis quelque temps, vous l'avez vu, on l'a même vu en politique, je ferai la petite digression parce que Benoît me l'a suggéré, il y a pas mal de ruptures et une culture un peu start-up qui est installée partout, le terme est usuel maintenant, hein, c'était pas vrai il y a quelques années, mais pendant très longtemps, ce petit monde des grands groupes bien installés, que j'appellerais le sérail, voyait d'un très mauvais œil les barbares, qui étaient les start-up, se sont regardés un peu en chien de faïence, fait une compétition, essayer de se neutraliser, et puis ni d'un côté ni de l'autre, la sortie est satisfaisante aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on trouve des grands groupes qui se font dépasser, et les GAFA sont bien là pour le prouver, sur leur propre terrain par des nouveaux acteurs émergents. Et à contrario, vous avez des nouveaux acteurs, beaucoup de nouveaux acteurs, pour très peu qui restent quelques années plus tard, et donc qui sont extrêmement fragiles, avec une perte anthropique considérable pour la société. Tout ce travail d'études, de recherche est perdu, corps et bien, avec la fermeture des sociétés. On s'est dit que au-delà de cette confrontation ou juxtaposition ou opposition, il y avait certainement un go-between, un chemin à parcourir ensemble. Et d'ailleurs, certains ne nous ont pas attendu pour le faire. Hein. On commençait à travailler ensemble, d'où la question du jour. Hein. Est-ce que les grands groupes et les startups, en tout cas leur alliance, leur partenariat, leur mariage, leur vie commune, même si elle est temporaire, n'est pas l'avenir en fait des organisations telles qu'on commence à les voir. Tout ça pour dire quoi? C'est que dans tous les domaines, hein, donc nous on travaille beaucoup dans l'assurance, dans l'immobilier, dans la finance, mais dans tous les domaines, l'industrie, la distribution surtout, on voit apparaître plein d'acteurs émergents. Et les grands groupes, je pense, et les petites sociétés, avec leur fierté aussi parfois, hein, leur côté punchy, arrivent quand même petit à petit à trouver des terrains d'entente en s'apportant des choses mutuellement. La sécurité, l'environnement de distribution, un certain nombre de moyens qui sont un peu difficiles à avoir pour les petits. Et puis pour les grands, des nouvelles méthodes, des nouvelles façons de travailler, une nouvelle façon de manager aussi, pour certains d'entre eux. Et voilà. Alors ça marche des fois ça marche moins bien, des fois ça marche pas du tout. Des fois c'est pour la vie, des fois c'est temporaire. On essaiera de donner quelques exemples. Michelin est devenu propriétaire de la société, donc j'ai cédé la société à 100% et c'est devenu une filiale du groupe Michelin, et qui était venu particulièrement pour la technologie très particulière de l'algorithmie. Donc c'est de la technique véritablement qui est aujourd'hui développée en mode SaaS pour des assurances justement, entre autres, ou des pétroliers comme Total. Le partage d'expérience que je pourrais faire, le premier, c'est qu'est-ce que ça porte une entreprise, une start-up vis-à-vis d'un grand groupe et vice-versa. Un des biais que j'ai vécu et que mes équipes ont vécu, c'est la distordance qu'il peut avoir, c'est-à-dire le niveau de pression qui existe entre d'un côté une start-up qui généralement a fait une traversée du désert incroyable, qui avait mourir tous les siens et tous ses proches fur et à mesure de cette avancée. Et quand il découvre enfin l'Amérique, il se retourne, il se demande même s'il n'a pas eu la grâce des dieux. Et je parle donc de ce fameux grand groupe industriel pour trouver enfin cet élan et ce repos, j'ai envie de dire. Et donc beaucoup d'attentes de la part de la start-up pour dire je vais poser mes valises et je vais enfin arrêter une méthodologie qu'on n'a pas évoquée, c'est la méthode Arrache. Donc c'est incroyable comment ça fait bizarre parce que quand certains groupes viennent nous voir, et alors, vous avez fait ça, et ils se retournent. Alors vous êtes comment, vous êtes organisé? On est trois là, et on a fait ça de la façon de le penser sur un bout de papier avec un crayon jusqu'à aujourd'hui ce que vous avez dans la main. Et comment on avait fait? On s'est arraché. On sort, on doit sortir quelque chose, on porte quelque chose. De l'autre côté, dans cette dissonance, c'est le grand groupe qui aujourd'hui on parle beaucoup de transformation digitale. Le risque de la désintermédiation, elle est réelle. Ce qui a été dit en introduction, c'est exactement ça. C'est à tout moment, on peut se faire des intermédiaires. Tout le monde peut se faire des intermédiaires à un moment ou à un autre, là où il pense être le maître du monde, ce qui est une réalité, un vrai savoir-faire posé. Et eux ont une attente très forte également vis-à-vis de la start-up, de la transformation, qui dit je vais me vacciner, et ça va couler comme un sérum dans mes veines, jusqu'au bout de mes orteils, et je vais me transformer agile, digital, et ça va bien se passer. Et là, d'un coup, vous êtes sur un choc de culture. Cette dissonance est source d'un échec qui est très présent, permanent, du fait de cette pression où, en fait, on laisse pas le temps. La start-up, à travers ce que je viens de vous dire, c'est quoi? Les biais à éviter, c'est que la start-up qui doit être intégrée, il faut lui apporter ce temps. C'est-à-dire, avant tout, quand on parle de management, d'organisation, en réalité, il faut lui apporter de la sérénité. Et la sérénité, elle peut se présenter sous différentes formes d'organisation. C'est pas véritablement important. C'est là où elle va pouvoir enfin s'épanouir
dans une méthodologie dans laquelle elle se perd pas, elle garde son essence, mais par contre, on lui apprend à être meilleur. Il faut lui laisser le temps pour ça. Et de l'autre côté, le groupe doit comprendre, c'est que on ne fait pas naître en fait la fusion d'une start-up et d'un grand groupe, et c'est une fusion. Il faut qu'on comprenne que en réalité, on va faire naître un troisième être. Et c'est véritablement cette façon de voir les choses pour moi qui est essentielle. C'est que c'est pas l'un qui va transformer l'autre. C'est les deux qui vont générer, créer un nouvel univers, de nouvelles règles. Bien entendu, avec une évolution de l'existant. Mais on imagine bien que c'est pas une société de 10 ou 50 personnes qui va transformer un groupe de 150 000 personnes. Donc ça va bien venir d'un effort commun et d'une rencontre commune. Et le deuxième sujet que je voudrais apporter, qui me paraît essentiel également dans ce vécu, c'est en termes d'intégration, on va dire, de gouvernance. La gouvernance, c'est quelque chose de fondamental. Or, le problématique dans un groupe, c'est que pour piloter un groupe de 10 000 personnes ou 150 000 personnes, forcément, il faut des règles, il faut une organisation. Sauf que cette organisation, du coup, ils arrivent en disant, on a tout compris, on sait, on a un vrai savoir-faire, on reconnaît tous ces groupes dans chacun de vos domaines et vos métiers, sinon vous ne serez pas des leaders sur vos marchés. Mais ça commence déjà par le carburant, qui est la volonté de dire, d'un côté, derrière, je veux faire ça dans X temps, et du coup, j'ai besoin de me rapprocher de sociétés qui ont réussi à émerger cette technologie ou ce savoir-faire. Mais à partir d'un PowerPoint, d'un slide, ça, c'est le carburant, la volonté. Mais après, il y a l'opérationnel. Et tout ce qui va faire la différence de la réussite, c'est l'opérationnel. Et qui dit opérationnel, dit humain. C'est l'humain. Ça va être que l'humain. Si vous vous torpillez psychologiquement une équipe de start-up ou quelques éléments phares de cette équipe, elle n'existe plus. Il faut comprendre que l'essence même de ces sociétés, et généralement la fragilité, c'est que ça repose en fait sur quelques hommes. Quelques hommes qui portent tous les autres. Ils pourraient rien faire tout seuls. Mais il y en a quelques-uns qui émanent et qui emmènent à cette vision entrepreneuriale. Et donc, dans la problématique de cette gouvernance, moi, ce que je conseillerais, c'est que quand on décide d'intégrer une start-up pour un grand groupe, première ligne, ce serait quoi? Elle doit être portée au plus haut du groupe. C'est une décision d'un président-directeur général, et pas tout seul. C'est son COMEX. On est 10, il y a le patron de la finance, on est 10 à signer, on dit on la porte, on va l'intégrer avec nous, et on va évoluer avec elle, et on va faire naître cette troisième être. Première chose. Deuxième chose, il faut avoir un tampon. Il faut absolument mettre en place un capitaine qui n'est pas le patron de la start-up, qui n'est pas le patron du groupe, et qui va servir de tampon, de médiateur, au milieu, pour pouvoir permettre le dialogue, et que l'un et l'autre, justement, évitent de s'écraser l'un et l'autre sur leurs besoins, leurs attentes. Toujours sur ce médiateur, il ne faut pas que ce soit un homme de paille. Donc pour qu'il ne soit pas un homme de paille, justement parce qu'il était porté très haut, cette décision a été prise très haute et qu'on a nommé, il ne faut pas que ce soit quelqu'un du groupe, parce qu'il y a un choc de culture, et si vous êtes piqué, vous êtes forcément déviant, vous aurez les biais pour expliquer dans un sens comme dans un autre les choses. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne de nulle part. On va le chercher. La compétence n'est pas chez vous pour faire ça. C'est une certitude. Et troisième point, il a le pouvoir. Parce que une entreprise, particulièrement quand elle mute, on veut amener les hommes à comprendre et à avoir la même vision, mais en réalité, c'est pas un référendum. On change pas les choses dans un référendum pour moi personnellement, et je l'ai pas vu faire. On change les choses parce qu'il y a une volonté. Et cette volonté doit aller au-delà, justement, de cette organisation, de la compréhension, et parfois elle doit être coercitive. Et donc il doit avoir des pouvoirs qui lui sont donnés justement par ses membres et cette direction. Ça permettra justement d'avoir quelque chose qui est intelligent, comme tout pilotage de projet. Il faut intégrer des gens de métier. C'est pas qu'une décision de quelqu'un qui a eu à dire on va le faire et c'est super. Non, il y a des gens de métier qui vont prendre la décision, il y a la technique qui va s'intégrer, toutes les expertises vont être autour de ça parce qu'ils comprennent que l'intérêt est véritablement cette évolution. Chez ING France, nous sommes en train de mettre en place une organisation inspirée par le modèle Spotify qu'on peut généraliser à ce qu'on appelle le mode BizDevOps. À la base de ce modèle, nous avons ce que l'on appelle les squads, qui sont des équipes qui vont être composées de ressources et de profils très différents. Donc on va par exemple avoir dans une squad des product managers, des développeurs, des ingénieurs de production, des spécialistes des interfaces utilisateurs et qui vont travailler tous ensemble pour atteindre un objectif commun. Une squad
est comme une mini start-up, c'est-à-dire qu'elle va réduire le time to market, d'être plus efficace dans l'optimisation du temps entre l'idée et la mise en production, mais aussi d'être plus efficace dans le temps de traitement des incidents, des feedbacks clients, dans l'objectif de garantir un service optimal au client. L'autre gain, c'est qui est déjà un prérequis, on va dire, à la mise en place de cette organisation, c'est l'agilité. Les différentes squads sont à la base des équipes agiles. Donc elles répondent aux différents principes du manifeste agile. Le deuxième point, c'est la collaboration. Le mode de fonctionnement des squads implique une colocalisation des équipes, des différents métiers qui vont contribuer aux produits et au domaine fonctionnel, qui va favoriser l'échange et la communication de manière à être plus efficace dans le traitement des problèmes et répondre aux besoins et aux objectifs de l'entreprise. Le dernier point, et c'est le plus important, c'est l'autonomie. Les équipes décident de la manière dont elles vont traiter les sujets, de la manière dont elles vont répondre à une problématique ou un besoin, et elles vont avoir le champ libre pour déterminer qu'est-ce qu'elles vont mettre en œuvre, comment elles vont le mettre en œuvre et sous quel délai elles vont être capables de répondre aux problématiques données. Aujourd'hui, les relations entre les différents départements sont sujettes à un certain nombre de frictions. L'idée, c'est que dans ce mode de fonctionnement, on puisse avoir une collaboration et une communication beaucoup plus efficace dans la mesure où les équipes qui vont constituer les différentes tribes, les squads, vont être composées de toutes les compétences et elles vont ensemble pouvoir collaborer plus efficacement pour répondre aux besoins qui vont leur être exprimés. Ce changement d'organisation peut être un bouleversement pour le collaborateur. Ça implique de nombreux changements dans sa manière de travailler qui nécessitent un accompagnement. Donc il faut prévoir un plan d'accompagnement au changement qui va nécessiter d'une part d'expliquer la démarche, d'expliciter quelles sont les attentes et les objectifs, de faire participer l'ensemble des collaborateurs à ce plan, de les impliquer le plus tôt possible, de telle manière qu'on puisse réduire les incertitudes, les questions qui vont se poser inévitablement, et de les faire adhérer à la démarche. Le second point, c'est d'éviter d'être dogmatique, d'appliquer telle quelle la méthode sans penser à l'adapter au contexte. Le contexte est très important. Il faut prendre ça comme une boîte à outils qui va permettre d'atteindre les objectifs, mais tout en gardant les contraintes qui sont liées à l'entreprise. Donc ce type d'organisation nécessite que les managers observent un changement de posture pour passer d'un mode contrôleur à un mode de facilitateur. Leur principale prérogatives vont être de fixer des objectifs, de s'assurer que ces objectifs soient alignés avec la stratégie de l'entreprise, mais ensuite de laisser le champ libre aux équipes pour décider de la manière dont elles vont être capables d'atteindre ces objectifs. Et comment on gère la carrière d'une personne qui change d'entreprise tous les... on vous dit pas de changer de patron tous les 2 ans, mais eux ils changent d'entreprise dès que le projet est fini, d'une certaine manière. Il n'y a plus le même manager, plus le même patron, il passe dans une autre équipe. Et qui va assurer la gestion de la carrière de cette personne? La première chose qu'on voit, c'est que en effet, il faut que Renault accepte de changer d'un mode, je dirais, client-fournisseur, un mode projet, vers un mode où on se focalise sur la réalisation d'un produit qui soit utilisé par les gens à qui il est destiné. C'est-à-dire que les chefs de projet ne soient pas juste jugés sur le fait qu'ils ont respecté les coûts, les délais et la qualité, mais qu'à la fin le produit soit le plus à même de réussir la vente et l'usage. Et pour ça, en fait, donc on essaye d'accompagner Renault pour mettre en place ces méthodologies. Par exemple, on a des problèmes pour
avoir l'ensemble des métiers nécessaires dans la même pièce, de façon très concrète et très physique. C'est-à-dire faire des squads avec les gens du métier. Par exemple, si on prend l'après-vente dans la voiture, il faut des gens du métier de chez Renault qui savent ce que c'est que l'après-vente. Il faut des UX, il faut des UI, il faut des ingénieurs, il faut des DevOps. Et il faut que tout le monde soit un peu au même endroit tous les jours pour pouvoir que ça avance. Et Renault n'est pas une entreprise qui a l'habitude d'avoir des locaux tout simplement pour ça. Donc déjà, la première étape, ça a été pour Renault d'accepter que leurs partenaires et leurs salariés travaillent en même temps, ensemble, autour de la même table, le temps que Renault se réapproprie ses compétences. Parce en effet, Renault, c'est une boîte qui fait 120 000 personnes, et ils peuvent pas du jour au lendemain se dire, tous ceux qui travaillaient depuis 20 ans sur nos systèmes informatiques et web, maintenant vous allez, on va arrêter, on va prendre des nouveaux gens à même d'exécuter cette nouvelle méthodologie. Donc, il faut avoir ce qu'on expliquait, une transformation une formation des gens et changer le mindset de la façon dont ils travaillent pour, au lieu de travailler sur une relation client-fournisseur et contrôleur, ce qu'on disait, le manager de chez Renault n'est plus un contrôleur, mais il est là pour injecter de l'essence et travailler avec les partenaires et les différents métiers pour faire avancer le produit. Sachant que le produit, il est vraiment, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Renault s'est fixé une sorte d'étoile polaire qui est la direction, et aussi accepter que pour y arriver, on doit être agile, parce que Renault aujourd'hui, en effet, leur concurrent, ça peut être Uber, ça peut être Oscarou, ça peut être PSA, ça peut être, mais il y a plein de trajectoires obliques qui peuvent arriver sur le côté, et ils ont compris qu'il fallait être très, très agile sur les produits qu'ils délivrent, et que s'ils font une expression de besoin et le produit est livré dans un an, ok, le produit correspondra à l'expression de besoin, mais il correspondra plus au marché si on n'a pas eu cette capacité. Qui, chez Renault, a décidé un jour qu'il fallait aller dans cette voie-là et à piloter cette activité en commun? Le nouveau DSI vient de chez Canal+, chez qui il avait eu plus de contact avec ce genre de méthodologie, et donc ça a facilité derrière depuis juillet l'année dernière le passage dans ces. Mais ça rejoint un peu ce que disait Michel tout à l'heure, hein, c'est un intervenant nouveau qui arrive de l'extérieur. C'est nouveau et c'est à très haut niveau. C'est-à-dire qu'en effet, qui est décisionnaire. Vu les impacts que ça a, par exemple, une décision qu'on a dit sur les locaux, tout simplement, une des décisions qui a été prise en novembre, ça a été Renault a acheté 3000 m² de terrain à Boulogne pour installer les équipes, métiers, digital, ingénieurs, tout le monde dans la même pièce. Et il n'y a plus le siège au Plessis-Robinson et les partenaires là où ils sont. La question que je me pose par rapport au modèle Spotify qui a été présenté, c'est comment justement, dans cet environnement changeant, où si j'ai bien compris, les équipes sont amenées à changer régulièrement de squad, sont reconfigurées, comment s'assure se fait la continuité managériale? C'est-à-dire comment, si moi je travaille dans cet environnement, j'ai à peu près l'assurance qu'on me verra fonctionner sur le long terme et qu'on sera capable d'évaluer ma performance et la qualité du travail que j'ai fait, plutôt que de changer régulièrement d'interlocuteur managérial. Sur ce point-là en particulier, un certain accompagnement. J'en ai parlé au DSI, et en fait, il se faisait aucune illusion par rapport aux équipes qu'il allait avoir à l'intérieur de ces squads. Il disait, on est dans un monde où, de toute façon, ils vont se faire chasser dans 2 ans, dans 3 ans. C'est pas grave. Ils viendront faire leur vie pendant le temps où on va les avoir, mais on n'est plus à la régie Renault, où on rentre et on fait 20 ans. On est dans le monde où on est en concurrence avec des gens qui vont leur promettre un projet au bout de 2 ans, et ils vont partir, mais ça fait partie de notre nouvelle culture RH. Et ils s'étaient fait une raison par rapport à ça. Alors ça veut pas dire que, je pense que ça veut pas dire qu'ils avaient fait une croix sur le fait d'avoir des gens qui allaient rester et quand même avoir une vision un peu plus long terme de leur carrière, mais il avait quand même une perception que il y avait un shift dans la promesse. Vous avez une expérimentation en cours, hein, si j'ai bien compris, qui vise à dire, voilà, on va faire bénéficier un peu nos clients, hein, et puis d'autres à l'avenir peut-être,
d'une nouvelle façon de former, si je puis dire, ou d'inculquer une culture, qui est de dire j'accueille chez moi ces gens-là. Alors vous allez nous dire comment vous faites, parce que je ne vois pas bien encore que précisément, et on les fait travailler avec nous de façon à ce qu'ils acquièrent nos méthodologies de travail. Alors tout à fait. L'idée pour nous, c'était de dupliquer un concept qui a été initié par la société Oscar RH. En fait, il consiste à favoriser l'échange d'idées, de culture d'entreprise et d'effectifs entre grands comptes et startups qui souhaitent collaborer. Donc très concrètement, comment ça va prendre forme chez Tilki ? Eh bien, on devrait recevoir pendant 6 mois au sein de nos équipes donc un collaborateur d'un grand compte du secteur de l'assurance. Donc pendant 6 mois, qui viendra s'imprégner donc de notre agilité, de notre dynamisme, de notre mode de fonctionnement, également des solutions digitales que nous utilisons dans notre quotidien, afin de les insuffler par la suite au sein de leur entreprise d'origine. Dire qu'on profite de projets majeurs, en l'occurrence, ça tombe bien, c'est un projet informatique. Il s'agissait de changer tout l'ERP de l'entreprise. Donc là-dessus, toute la structure de notre business repose, puisque étant un bailleur, on est avant tout pour calculer combien doit un locataire pour son appartement ou son immeuble, et puis lui facturer tout ça, ce qui est assez compliqué, donc le logiciel est complexe. Donc l'idée, ça a été de faire du picking dans l'entreprise pour trouver où étaient les talents. Alors comment est-ce qu'on fait pour recruter ? Est-ce que c'est des volontaires ou est-ce que c'est un peu autoritaire ? C'est un mélange des deux, on propose... On dissuade gentiment ceux qui sont pas tout à fait adaptés, et puis on finit par trouver à peu près les bonnes personnes. En l'occurrence, c'est un projet de RP, c'est un peu complexe, il y a une conduite du changement, etc. Et donc, on constitue une espèce de petite structure. Là, c'était 50 personnes, sur une société de 400 personnes, c'est pas tout à fait négligeable, dans lequel on inclut d'ailleurs des gens qui viennent de différents horizons, parce qu'il faut quand même des sachants de la conduite du changement, il faut des sachants informatiques, etc., qu'on n'a pas forcément chez nous. Et puis on dit, voilà, maintenant, vous êtes une nouvelle société, vous êtes Kepler. Donc, les squats dont on parlait tout à l'heure, c'est ce qu'on a fait aussi. En plus, c'est bien, on avait les mètres carrés. Nous, on choisit chez nous, il y a des places un peu partout. Là aussi, on les a vu le prix, c'est bien. Et donc, on met tout le monde là-dedans en disant, vous êtes sortis de vos équipes. C'est ça la plus grande difficulté, parce que on a baissé l'efficacité et la productivité de l'entreprise pendant le temps du projet. Quand je vous disais tout à l'heure, l'entreprise, elle est optimisée pour ses métiers régaliens. Chez nous, il y a une direction de l'immobilier, une direction financière, etc. Inutile de dire que les gens qui y travaillent, ils font leur journée complète. Ils n'ont pas du temps à perdre ou à investir dans d'autres projets. Là, il a fallu dire, on va prendre dans toutes ces directions, vous n'aurez plus un management qui était celui que vous connaissiez jusqu'à présent, et tout le temps que vous aviez à consacrer à vos missions régaliennes, on va pas l'utiliser. Enfin, plutôt, on va l'utiliser à faire le projet, et ce temps ne sera plus couvert en termes de travail. On va baisser la productivité de l'entreprise. Bon, c'était un risque, on n'allait pas non plus recruter à l'extérieur, etc. Donc, comme dans tout projet, vous avez une courbe qui est assez dure à absorber de diminution effectivement d'efficacité pour avoir des lendemains meilleurs. Donc, il fallait faire ça. Les espaces de coworking, cet espace-là pour être un espace de coworking, vous les voyez un petit peu au quotidien, c'est ces espaces où les jeunes start-upers trouvent un petit peu d'espace pour se structurer et croître, etc. Il y a plein d'opérateurs déjà dans le monde, WeWork, Quirk. Donc nous, on est avant tout une foncière, on loue des espaces plus ou moins grands à des entreprises. Donc WeWork et Quirk viennent nous voir en disant on voudrait vous louer des espaces. Là, on se dit effectivement, on pourrait louer nos espaces et faire notre métier habituel et laisser à Quirk et WeWork faire de la sous-location pour ces startups. Mais on sent bien que c'est là qu'il risque d'y avoir un business qui va finir par nous supplanter. Finalement, ils seront en position de force et nous, nos mètres carrés, ils coûteront de moins en moins cher parce qu'ils seront tellement gros que ceux qui feront leur prix. Aïe. Donc, une opportunité d'une nouvelle offre. Le constat, c'est qu'on n'a pas les ressources. Aujourd'hui, comme je le disais, on est structuré pour couvrir nos métiers, pas pour inventer des nouvelles choses. Donc, il a fallu faire autre chose. Un projet. On l'a appelé au départ Gestionnaire Village. Un sponsor, communication et marketing, qui est rattaché directement au directeur général. Donc, voilà, l'offre, il fallait l'étayer, l'asseoir effectivement dans la stratégie du groupe. Il fallait qu'elle soit attachée assez haut. À partir de là, on a titularisé déjà des talents chez nous. Il fallait trouver les potentiels. Comment on fait ? On va voir les managers, on dit quels sont les gens prometteurs chez vous, qui peuvent effectivement accompagner le projet, parce qu'il va falloir quand même l'incarner. Il va falloir que ces personnes
donnent de leur temps, au-delà de leur mission régalienne, au-delà de leur descriptif de poste, pour faire que ça marche, qu'ils soient motivés. La motivation, il fallait la trouver, les talents. Ensuite, c'est ce qu'on a dit, les brainstorms multidirections. Il ne s'agit pas non plus de bypasser les directions régaliennes, donc on les met tous ensemble, comme ça ils contribuent, plus ou moins, mais en tout cas, ils sont intéressés aussi à la faire. On voit bien que, une fois qu'on a fait ça, on ne sait toujours pas comment on fabrique un espace de coworking, comment on le gère. Donc, on va voir à l'extérieur ce qui se passe. À l'extérieur, c'est un métier qui est tout nouveau. Il n'y a que des startups qui peuvent vous proposer des solutions plus ou moins abouties, plutôt moins. Donc, on sent bien qu'il va falloir rattacher un petit peu toutes ces briques. À partir de là, on va prendre quelques startups, des gens un peu malléables, mais qui sont pleins d'idées et qui sont très motivés. Et nous, on va assurer la coordination. On a plein d'acteurs, on va s'assurer effectivement que ça fonctionne. On se répartit les tâches. Il y a des choses qu'on sait faire de façon régalienne. Donc, Gessina prend le pilotage de projet, assure le financement, le risque commercial derrière, assure tout ce qui est travaux, logement de réseau Wi-Fi, équipements, etc., mobilier. De l'autre côté, là, je vous cite 4 des petites startups qu'on a prises et qui ont travaillé de façon collaborative. LBMG, qui avait déjà une vision de ce business model et qui était capable de faire des plans à terme, qui avait déjà une bonne connaissance du space planning, qui a permis effectivement, alors qu'on ne savait pas le faire, de créer ces espaces, vraiment physiquement. Néonomade, une plateforme de recherche d'espace, parce qu'il fallait bien exister sur Internet et faire la publicité, le marketing de tout ça. Cowork.io, qui est une plateforme de réservation en ligne. Il fallait un système, bien sûr, de gestion, tout simplement, du système. Et puis, on rajoute, bien sûr, le paiement en ligne. Planning, le projet a duré 8 mois. Et désormais, on a une machine qui permet d'ouvrir un nouveau site tous les semestres. Donc là, on en a 2 qui sont déjà commercialisés. Il y en a un qui va ouvrir dans 3 mois maintenant. Et puis, voilà, on va dérouler au fur et à mesure. Du coup, qu'est-ce que ça donne à ce stade? On a donc ces espaces secondes. Ce sont des espaces donc qui appartiennent à Gessina. Alors comment on a fait? Parce que on sentait bien qu'il y avait un choc de culture au milieu du projet. Quand les choses commençaient à se formaliser, vous avez tout de suite le comptable qui a dit, alors on n'était pas à l'arrêté comptable, mais c'était exactement du même acabit. C'était, vous savez, chez nous, le contrat de bail, il est limité à certaines réglementations et la loi Allure, etc., etc. Ensuite, il y a le directeur informatique qui a dit, et la sécurité, est-ce que vous avez rajouté les réseaux qui vont bien, etc. Il y a chaque direction qui, dans ses missions régaliennes, a commencé à imposer des choses. Là, on a compris qu'en fait, ça marcherait pas comme ça. Donc, comment on a fait? Eh bien, on a dit, bon, la structure, elle est fondée, elle pourra porter le projet, et elle pourra porter l'activité une fois qu'elle sera lancée. Donc, la seule chose qu'on a fait, c'est, on a pris le principal pilote qui était dans la start-up, LBMG, comme collaborateur, on l'a recrutée. Elle est donc collaboratrice Gessina, mais elle est aussi présidente d'une filiale. On a laissé ça en filiale. Et cette filiale, c'est une vraie business unit qui a ses propres contingences, elle a son système d'information, elle a sa facturation, etc. On l'a laissé vivre comme ça, parce qu'on savait que si on l'intégrait, on la tuait. Moi, je la tuais avec mes contraintes CNIL, etc. Donc, elle vit et nous, on est simplement en tant que conseil. À chaque fois qu'il y a des difficultés, des questionnements, on apporte au fur et à mesure. Parce que c'est une question de temps aussi. On peut pas asséner dès le premier jour tout ce qu'il faut pour créer un business. On va le faire au fur et à mesure et puis on vivra avec un risque qui ira diminuant avec le temps. Mais en fait, on voit quand même un peu dans tout ce qu'on vient de se dire. Alors, c'est marrant, ça me fait penser parce que vous avez dit village pour parler de votre start-up. On voit bien que small is beautiful, comme disent les Anglais, et qu'avec la notion de même les grands groupes se disent il faut que j'ai quelque chose de plus petit pour avoir cette agilité, pour y parvenir. Alors, ce qui n'est pas forcément vrai d'ailleurs tout le temps. On peut être un peu plus gros et y arriver. Mais bon, 50 personnes, c'est déjà une entreprise de taille respectable. Je sais de quoi je parle. La chose un peu fondamentale, c'est qu'on voit quand même de plus en plus la prise de conscience des grands groupes qu'il faut faire quelque chose. Alors, on ne sait pas forcément toujours quoi. Pendant longtemps, ils se sont dit, on va attendre qu'ils meurent ou on va les acheter. Maintenant, il y a effectivement un opportunisme qu'on n'aurait pas entendu il y a quelques années, qui est de dire, on verra, on lit des partenariats, on fait un bout de chemin ensemble. Comme dirait l'autre, on se marie pas, mais on flirte, pourquoi pas, hein, parce que
Se divorcer, c'est toujours plus compliqué, mais savoir, ça ne marche pas du tout. Et puis, il y a quand même un certain nombre de problèmes sous-jacents. On a beaucoup parlé de technologie, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à maintenant. On voit bien que ça va bien au-delà de la technologie. Il y a des aspects espace, physique, mobilité, y compris mobilité de carrière. Il y a une notion d'accompagnement qui, lorsqu'elle n'est pas menée, accompagnement au conduite du changement, tue l'un ou enlève les bénéfices qu'elle peut amener à l'autre. D'une certaine manière, si vous intégrez pas, vous réfléchissez pas à l'intégration et à la façon dont vous gardez la spécificité des petites sociétés avec leur souplesse, leur capacité à réinventer, à avoir un turnover, on a tous du mal à dire le turnover est important chez moi. C'est mal de dire ça. C'est pas bien. Moi, je prends le pari que dans quelques années, le turnover sera un critère de bonne santé d'une entreprise. Voilà, parce que ça prouvera qu'il y a du sang neuf, que ça circule, que des gens entrent, que des gens sortent, et qu'il y a d'innovation potentielle pour tout nouvel arrivant. Et que on voit que les enjeux, ils sont d'un point de vue économique, rester en vie et pas avoir des nouveaux entrants à vous assassiner, de modèles de fonctionnement, de méthodos. On a vu un panel de gens qui parlent de méthodologies très différentes, même si on revient un peu sur toujours le principe de l'agilité quand même, qui sous-tend un peu tous ces éléments-là. Un aspect de culture aussi, de fonctionnement ensemble, pouvoir prendre des décisions plus rapidement, à haut niveau, sur énormément de petits projets. Je vous rappelle, ceux qui ne savent pas, que Apple, par exemple, qui a vu son patron partir à un moment donné, parce que ça devenait un grand groupe, qu'il fallait des gens sérieux pour piloter tout ça. Le monsieur en question s'appelait Jobs, il a été faire un tour, il a créé une petite boîte, ça n'a pas forcément très bien marché, next. Et puis il s'est dit finalement, je peux reprendre l'activité, ce qu'il a fait. Et il a fait le contraire de ce que le groupe avait fait. Il a éclaté la structure en énormément de petites structures avec des vice-présidents partout. Il y en a partout, il y en a des centaines. Et en testant plein de projets. Le projet meurt, comme disait Gaston, on a le droit à l'erreur. Tant pis, on n'y en veut pas, la personne a essayé. Des autres réussissent, et puis ça devient quelque chose qui n'était pas du tout destiné au départ à ce qu'il devait être, un écran tactile qui devient un téléphone et non pas une tablette de dessin. Et ça crée de la valeur, et ça en fait un des plus grands groupes cotés en bourse aujourd'hui. Ce genre de choses, je pense que on n'est pas... Il y a déjà eu des novateurs des précédents qui prouvent que ça marche. Et voilà, et qui pourraient aujourd'hui faire culture. Encore faut-il qu'il y ait effectivement une volonté du dirigeant, non pas de faire juste j'ai besoin d'avoir un peu de digital parce que je suis en retard, je prends une start-up et puis on verra bien. Non, mais qu'il y ait une réflexion de constitution d'un partenariat, sous quelque forme qu'il soit, structurel, de formation, géographique, de mélange de personnes et d'insuffler des cultures. Tous les moyens, on a vu tout à l'heure, même si le gars s'est pendu en revenant, peut-être que le suivant ne se pendra pas. Ou il décrochera celui qui s'est pendu pour l'aider. En tout cas, merci pour votre attention, merci à vous pour votre intervention aussi.